Bien, alors effectivement, l'empowerment au profit d'une politique de geste commercial juste et efficace, vous devez vous demander ce que veut dire l'empowerment. Et avant de commencer, je pense qu'il faut définir réellement ce qu'est le terme empowerment. L'empowerment, et j'imagine que tous, vous êtes effectivement manager d'un service client et vous dirigez des équipes de commerciaux, de chargés de clientèle, de personnel de contact du client, de téléopérateurs, et vous devez certainement implicitement être dans l'empowerment. C'est-à-dire que quand on parle d'empowerment, on parle de pleine capacité à donner à ses collaborateurs le pouvoir d'agir. C'est-à-dire le pouvoir de pouvoir réaliser en fait complètement son potentiel, de le révéler en fait toutes ses capacités. En quoi nous allons le rendre meilleur, en quoi nous allons l'accompagner pour qu'il puisse se révéler. C'est-à-dire que vous savez qu'effectivement, il a déjà une expertise, vous allez l'accompagner, vous allez le conduire à mieux faire, à mieux agir, pour être en pleine possession de ce qu'on appelle le pouvoir se réaliser en fonction de ses propres capacités. Ce qu'on appelle la capacitation, c'est l'empowerment. Il ne peut y avoir d'empowerment, donc de capacitation, avec cette notion de pleine capacité, si l'empowerment se fonde sur 3 piliers majeurs. Et je vous rappelle donc le premier des piliers qui est important, c'est d'avoir une vision claire, c'est-à-dire en tant que manager, et je me penche vraiment sur cette notion managériale très importante. En tant que manager, je dois être en capacité de pouvoir déterminer, de pouvoir conduire mes équipes vers une vision qui tient compte des objectifs économiques, mais qui tient compte aussi d'une vision par rapport à qu'est-ce que j'apporte à mon client et comment je vais satisfaire mon client et donc satisfaire aussi mes équipes commerciales. Pour ce faire, il faut un mandat. On a trop souvent tendance à oublier cette notion de mandat. C'est-à-dire qu'on a généralement le manager, quand il est face à son service réclamation client ou avec ses équipes, ses commerciaux, vous avez 2 types de managers. Vous avez le manager qui est plutôt le manager contrôlant, qui est le manager qui, en fin de compte, en fonction d'un process bien établi en entreprise, des réglementations avec des contraintes parfois excessives, ne donne pas de marge de manœuvre, ne donne pas de latitude, de possibilité d'agir, de pouvoir d'agir à ses conseillers commerciaux. Le conseiller commercial n'a pas cette capacité de pouvoir trancher, de pouvoir éventuellement satisfaire pleinement son client comme il le souhaiterait. Ça peut générer effectivement de la démotivation. Je vois souvent ça dans les centres d'appel puisque j'accompagne des équipes commerciales et aussi bien le manager. Donc des centres d'appel aussi bien dans les domaines de la téléphonie, bancaire ou même d'assurance. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un désimpliquement, un désengagement des équipes commerciales, pouvant même aller jusqu'à parfois des notions de risques psychosociaux. Le mandat doit être très important parce que vous avez donc le contrôlant qui est trop excessif et qui est sur un mode impératif où là, le conseiller commercial n'a pas de latitude d'action ou de pouvoir agir, où vous avez le manager qui est peut-être un peu trop, on l'appelle le survolant, parce qu'il délègue et il dit à son conseiller commercial, toi tu sais faire, une fois que tu seras face à ton client, face à ta réclamation, eh bien écoute, tu sauras appliquer la politique de dédommagement, je te laisse faire et on en reparle par la suite. Le mandat est flou pour un conseiller commercial. Les informations ne sont pas réellement, peut-être il n'a pas toutes les informations et elles ne sont pas toutes avérées, je dirais, au cas qu'il vit lorsqu'il est face au réclamant. Donc le mandat doit se porter sur 3 phases et doit être préparé en amont lorsque vous faites un brief avec vos équipes commerciales. En amont, il faut se poser la question, c'est aider au comment agir mon conseiller commercial et vers quel objectif. Et ça, c'est avant de commencer votre journée. Pendant la négociation, c'est toujours s'enquérir de comment aider à servir les objectifs de l'entreprise, de mon conseiller commercial, sans entacher la relation client, au contraire, en satisfaisant au maximum le réclamant. Et la 3e phase, c'est-à-dire en aval, c'est comment accompagner le conseiller commercial après une première négociation. Ça veut dire en clair que le manager a un rôle capital et crucial. C'est un manager qui doit être de proximité avec ses équipes,
Mais quand on dit proximité, c'est accompagner, ne pas être forcément dans le contrôle ni même dans la sanction. Pourquoi tu as fait ça? Comment tu as mené cette politique de geste commercial, etc., etc. C'est plutôt dire d'essayer de travailler avec lui et de l'accompagner, d'essayer de comprendre en quoi le geste commercial sera juste et efficace. Et on va le voir par la suite. Ensuite, le deuxième pilier est l'appropriation. Qu'est-ce que ça veut dire l'appropriation? C'est en quoi le conseiller commercial va être légitime dans sa détermination, dans l'apport de la satisfaction client, en fait dans la réponse qu'il va donner au client. D'abord, il faut qu'il ait la pleine confiance de son manager, de son N+1. Il faut qu'il puisse avoir la capacité aussi d'évaluer, de mesurer lors de l'entretien de négociation qu'il a avec le réclamant, l'intention du client. C'est-à-dire qu'il soit en capacité aussi de pouvoir détecter s'il y a ce qu'on appelle les tactiques déloyales dans notre jargon, à savoir, et nous le reverrons, s'il y a une légère manipulation par une pression psychologique, s'il y a une agression par le client. Il doit être en capacité de s'approprier aussi les techniques ou les outils ou la méthodologie qui va pouvoir l'aider, effectivement, à pouvoir mener sa relation client d'une façon optimale. L'empowerment, c'est tout simplement comment faire progresser mes collaborateurs pour qu'ils aient plus de capacité à agir et de pouvoir d'agir, de pouvoir de décision et de pouvoir de trancher. Si je décide, je tranche. Et donc, c'est me mettre en capacité totale de responsabilité. Et c'est le troisième pilier. Notre troisième pilier est donc l'autonomie. Le conseiller commercial aura en fin de compte à se poser comme question, quelle est la marge, quelles sont les marges de manœuvre que l'entreprise me concède, quels sont les moyens qui sont mis à ma disposition. Et pour ce faire, je peux avoir une pleine autonomie vis-à-vis d'un client qui demande une réclamation d'un dommage si j'ai pleinement connaissance de mon parc client, à savoir est-ce que ce sont des clients stratégiques, est-ce que ce sont des clients qui ont une forte fidélisation, est-ce que ce sont des clients qui font des achats récurrents, avoir cette connaissance importante et capitale du client. L'autonomie, c'est aussi avoir la capacité de prendre du recul lorsque je mène un entretien commercial, un entretien de négociation avec mon client, où là, je dois être dans le rééquilibrage de la relation, surtout s'il y a eu réparation, je dirais, s'il y a besoin de réparation psychologique. C'est ce que nous a parlé William au début de la matinée. Donc, je dois être en capacité de pouvoir prendre du recul, de savoir analyser, de savoir mesurer et de savoir percevoir en fonction de l'entretien, de l'argumentation menée avec le client, s'il y a effectivement des pressions qui vont me mettre en faiblesse. C'est-à-dire, en clair, avoir la capacité d'être sur le savoir-faire mieux, le savoir-être beaucoup mieux et le savoir-faire faire. En fait, je dis toujours qu'un commercial doit pouvoir se poser cette question lorsque je suis face à un client. Et lorsque je m'apprête en fait à faire ou à dire quelque chose vis-à-vis de mon client, est-ce que ce que je vais faire ou est-ce que ce que je vais dire va servir mes objectifs? Pour ce faire, le manager doit connaître ses équipes et donc doit accompagner à ce que les individus puissent, je dirais, performer au mieux et les amener à monter en compétences. Alors moi, je me suis orientée sur comment développer le pouvoir agir de mon équipe, mais plutôt sur une vue, je dirais, sur un prisme psychologique. Et lorsque je suis face à des clients ou des réclamants qui sont dans une charge émotionnelle assez forte, une tension émotionnelle forte, avec un stress très important, parce qu'il n'a pas eu effectivement gain de cause ou réparation, parfois vous avez le client qui va user d'un discours de mauvaise foi, qui va essayer de brouiller les pistes en vue d'un geste commercial. Indépendamment du dédommagement, le dédommagement est simplement une action corrective à ce qu'il demande, eh bien, vous avez le conseiller commercial qui est toujours dans une posture d'écoute, d'empathie, qui va essayer de rééquilibrer la relation. Mais il y a un moment donné, si la charge émotionnelle est trop importante, il y a un vrai ressenti de ne plus maîtriser l'entretien,
d'être dans une capacité donc de ne pas pouvoir agir, de ne plus savoir faire, ne plus savoir effectivement contenter, satisfaire son client et d'être dans une spirale, je dirais, négative, spirale vicieuse. Et donc, j'aurais tendance à céder ou à me soumettre. Pareil, lorsque vous avez un client qui va user de critiques, de moqueries, peut-être même d'injures, peut-être même de menaces, eh bien, il va faire poids sous la pression émotionnelle. Le commercial aura tendance à concéder un geste commercial plus pour entre guillemets, se débarrasser en fait du problème du client, parce qu'il y a derrière, il y a aussi une notion de timing importante où il doit aussi répondre à d'autres clients, à d'autres réclamants. Donc, nous avons évalué différents profils de mes équipes qui sont sous stress émotionnel, qui, je dirais, sous l'aspect de l'effet miroir, comme on dit en psychologie, absorbent le stress du client et la charge émotionnelle. Et je dirais ce profil selon trois postures: la soumission, le compromis ou la tendance à la riposte. Il est important, bien évidemment, de bien connaître le profil de ces conseillers commerciaux, téléopérateurs, chargés de clientèle, personnes en fait personnelles de contact face aux clients. Pourquoi ? Parce que selon donc, le graphe de Thomas Kilmann, qui est un psychologue américain qui a fait donc, des études sur le Conflict Mode Instrument, que l'on utilise aussi, nous, en entreprise, lorsque nous accompagnons les équipes commerciales, vous avez deux axes. Un axe qui est l'importance de l'enjeu économique, et l'axe, l'importance de la relation client. Vous avez, en fonction des profils qui sont sous stress, sous charge émotionnelle, vous avez plusieurs profils, dont un, par exemple, qui peut orienter sur l'importance de l'enjeu et peu orienter sur la relation, qui, lui, va avoir un vrai problème, puisque lui, il aura peur du conflit, il aura besoin d'être soutenu par son manager et il aura besoin de toujours faire appel à un de ses collègues ou éventuellement son manager de proximité, que l'on appelle le fuyant. Pourquoi le fuyant ? Parce qu'il est complètement dans l'évitement. Tout se passe bien tant qu'il n'y a pas d'émotion ou de menace ou d'agression ou de manipulation du client. Tout est freiné lorsqu'il y a effectivement un peu trop de charge émotionnelle, de tension. Vous avez la même chose sur ce qu'on appelle le profil doux, qui est plutôt orienté sur la relation et qui, lui, est complètement dans l'empathie avec son client. Et je dirais même qu'il est peut-être trop dans l'empathie, il se met trop souvent à la place du client, et là, il ne prend même pas de décision. Ça nous amène effectivement à une posture de soumission, en tout cas de compromis, où celui qui va accepter un compromis, c'est celui qu'on appelle le cédant, qui lui aura un mandat flou, avec un gain de temps très très limité, qui aura un souci de bien faire, de répondre aux clients et de répondre aussi, je dirais, d'objectiver au niveau de l'entreprise. Mais néanmoins, sous la pression, il va céder à un acte de geste commercial, peut-être trop facilement. Le dur, lui, qui est orienté sur les objectifs et sur les enjeux économiques, ne pensera qu'à la marge, ne pas entacher la marge et pensera plus facilement à sa prime. Lui ne fera pas de concession, lui sera plutôt intransigeant et parfois aura tendance, face aux réclamants, à avoir un besoin de riposte, un besoin léger d'agresser un peu le client. Sous ce cadran, en fait, ce qui est important, c'est de se dire que le profil le plus habile pour satisfaire le client et pour, je dirais, mener une négociation qui soit à la fois équitable et juste et efficace pour le client dans l'attribution d'un geste commercial, c'est le coopérant qui, lui, va orienter l'argumentation, donc l'argument de négociation, sur l'optimisation de solutions en co-construction avec son client, sur la méthode des petits pas. Il va arriver à une négociation raisonnée, c'est-à-dire qu'il va arriver à une coopération avec son client, et là, qui est, je dirais, créatrice de valeur et qui optimise en plus, je dirais, la notoriété de la marque. Il faut savoir, malgré tout, et pour l'avoir entendu dire et pour avoir, je dirais, relevé les verbatims donc, de clients insatisfaits, que dans 65% des cas de l'entreprise, a tendance à éviter la confrontation et n'aime pas effectivement être en litige émotionnel. Il refuse bien souvent de reconnaître l'incident du client
Et effectivement, dans ces cas-là, il y a un impact négatif de bouche à oreille et, je dirais, d'entacher la notoriété et l'image de marque de l'entreprise. Parce qu'il y a des actions, effectivement, sur le net, sur les réseaux sociaux. Et indépendamment de ça, il y a des actions qui poussent aussi à des procédures judiciaires importantes. Donc, le fait de, je dirais, parfois l'entreprise ne mesure pas la destruction de la valeur économique par le simple fait d'une dévalorisation, en fait, de sa notoriété ou de son image de marque, parce que le conseiller commercial n'aura pas pris en compte, effectivement, l'impact psychologique ou n'aura pas su mener son entretien face à une pression émotionnelle forte. Alors, de notre côté, si vous préférez, comment on analyse cet impact des dommages sur l'empowerment? Eh bien, nous avons, en fonction des récurrences des dysfonctionnements, nous sommes axés sur un contexte émotionnel. Vous avez effectivement l'incident qui est jugé peu grave par le client avec un stress irritant du client, mais qui n'est pas, je dirais, qui est encore, que l'on peut encore juste soulager. Qui aura, si le geste commercial est un peu trop facile, qu'il est concédé d'une façon trop facile pour le client, il y aura un phénomène négatif de bouche à oreille et avec une renommée donc, de l'entreprise qui sera entachée parce qu'on dira ben, le conseiller commercial de telle entreprise m'a concédé un geste commercial. Et donc sur les réseaux sociaux, il y aura un phénomène de boule de neige. Et c'est la raison pour laquelle le geste commercial est simplement un avantage qu'une entreprise, qu'un fournisseur va concevoir à un client en réparation d'un préjudice, une réparation à la fois, je dirais, rationnelle et irrationnelle, c'est-à-dire au niveau de l'émotionnel. Mais par contre, ça va au-delà d'un dû. Je dirais que le geste commercial est plutôt, si vous préférez, un geste à caractère exceptionnel qui doit être un privilège pour le client. On ne concède pas des gestes commerciaux sans arrêt pour se débarrasser en fait je dirais d'un entretien ou d'une réclamation client que l'on ne sait pas gérer, que l'on ne sait pas mener. Alors, bien évidemment, vous avez toujours des clients qui vous somment de dire ben, je ne sais pas exclu que j'aille à la concurrence si vous ne me faites pas de gestes commerciaux, un geste commercial. Mais le geste commercial ne doit être pris en compte et concédé que s'il y a un vrai enjeu stratégique, c'est-à-dire si le geste commercial est fait pour satisfaire le client, c'est un geste qui est sympathique et de bienveillance en vue de fidéliser pleinement le client. Pourquoi? Parce qu'il y a, dans ce sens, il est générateur de valeur à venir, c'est un investissement à venir, je dirais, parce que le client parlera correctement, effectivement, de la marque, de l'entreprise. Alors, il y a des techniques pour aider, je dirais, vos équipes commerciales à être dans cet empowerment. D'abord, il y a des techniques de négociation raisonnée avec une vraie méthodologie. Il y a des techniques, ce que l'on appelle la méthodologie écran, qui a été déposée aussi par notre cabinet, et des techniques de communication sur le savoir-dire ou le oser dire non, dans le sens de comment je recadre l'entretien d'un client, comment je dis non à un geste commercial qui va le demander d'une façon juste et efficace, et que je puisse aussi être dans la pleine mesure d'assumer, je dirais, d'être en capacité d'être assertif, hein, assumer mon assertivité, c'est-à-dire comment je peux m'affirmer tout en étant déterminé pour mon entreprise, hein, qui est, je dirais, je contribue à la valeur d'une entreprise, et tout en n'entachant pas la relation client. Je dois faire preuve de rigueur. Quand on fait preuve de rigueur pour un geste commercial, juste et efficace, ça veut dire que l'efficacité sera mesurée par le client s'il y a une méthodologie établie, s'il y a une rigueur et une immédiateté par l'envoi d'un mail qui sera personnalisé ou par l'envoi d'un SMS pour que le client se rende compte que vous avez réajusté équitablement donc, la réparation. Donc, c'est de faire, en fin de compte, de tous ces pépins, hein, donc faire des pépites, mais d'aider, en fait, déjà vos collaborateurs à être dans cet empowerment. Merci à vous.